Aujourd'hui, je vais te présenter un de mes workflows n préférés, entièrement automatisé. Flux de travail qui génère un rapport comme celui-ci, accessible aussi via une URL spécifique. Ce qui veut dire que si tu veux consulter ce rapport, tu n'as pas besoin d'aller au workflow l'exécuter et à la place, tu visites simplement la page et le workflow lui-même s'occupe de déclencher tous les nœuds qui récupèrent les données et aussi éventuellement le préparer pour le tableau de bord, qui est entièrement interactif et aussi dynamique selon les données présentes ici. Donc, si vous voulez lancer ce rapport pour un autre site, c'est assez simple, puisqu'il suffit de le configurer dans un simple tableau. Et avant de plonger dans l'architecture de ce workflow, parlons vite fait du problème ce travail spécifique cherche à résoudre. Et si tu fais du SEO pour des clients, tu consultes sûrement régulièrement Google Search Console, exportes les données, les analyses sur Google Sheets ou utilises un outil externe souvent coûteux. Et si tu travailles de manière axée sur les données, tu compares probablement aussi la période actuelle avec la période précédente jusqu'à maintenant pour voir s'il y a une tendance positive ou négative qui vous permettra alors de vous concentrer sur les sites qui perdent du trafic pour les améliorer. Encore, et ce workflow ici le fait complètement automatiquement pour vous. Donc si on regarde dans sa structure, nous avons d'abord la date du rapport ainsi que les deux périodes qui servent à récupérer toutes les données. Et comme tu peux le voir, nous avons aussi toujours le delta. Donc par rapport à la période précédente, y a-t-il une tendance positive ou négative? Et la première, les 4 cartes KPI concernent le trafic global, puis le trafic par appareil et tout. Les données ici viennent de la Google Search Console. C'est en fait les plus précises. Données que vous pouvez obtenir pour votre site web sur le moteur de recherche Google et si vous gérez un site international, site web, disons avec du contenu en anglais, vous aurez probablement aussi du trafic venant de différents pays que vous pouvez analyser ici. Ensuite, on a la répartition des positions des mots-clés. Donc ce n'est pas un suivi exact des mots-clés. Et en fait, ça te donne une idée si le site apparaît pour plus de mots-clés. En général, comme tu peux voir, c'est classé en top 3, 4 à 10, 11 à 20 et en dessous, 20. Et ces 3 cartes ici te montrent en général si ton site apparaît ou plus de mots-clés en général sans les suivre explicitement. Car le tableau suivant gère le suivi de tous les mots-clés pour lesquels tu veux te positionner. Cette table peut être configurée en ajoutant des mots-clés dans le tableau et nous allons aussi, on y reviendra dans un instant. Mais en résumé, ce tableau te montre pour les mots-clés que vous voulez classer la position quotidienne extraite de la Google Search Console. Comme tu peux le voir, ici, nous avons le mot-clé Marvomatique pour l'Allemagne sur ordinateur. Et je sais qu'il n'y a pas eu de changement de position, je reste en tête. 3. Je te montrerai aussi comment ajouter un autre mot-clé, puis on relancera le rapport, pour que j'ai d'abord plus de données à montrer, mais aussi pour que tu saches comment le configurer. Et la dernière partie, qui est selon moi la plus importante, la section performance, par page, car cette section te montre exactement quelles pages perdent du trafic par rapport à la période précédente. Nous avons ici des catégories comme faible performance, amélioration du taux de clic, stable. Et s'il y a une page en croissance, il y aurait aussi une autre catégorie. Mais disons que tu veux rapidement savoir quelle page demande ton attention. Alors tu peux simplement changer ici la catégorie en faible performance. Et alors, cette page précisément doit être mise à jour, car les résultats sont pires que la période précédente. Voilà, en résumé, ce qu'il faut retenir de ce rapport. Passons maintenant à l'architecture. Et le flux de travail est déclenché par un webhook. Et si on y regarde de plus près, on peut Vous voyez que j'ai d'abord supprimé certaines données, car il y a aussi des informations sensibles, comme les jetons d'accès, les adresses e-mail, etc. Mais l'essentiel est que nous pouvons aussi définir une requête directement dans l'URL. Par exemple, ici, on a client, puis le site web. Et c'est aussi exactement ce que nous avons ici, car cette valeur est ensuite utilisée. Dans la note suivante, qui s'occupe de récupérer les données de configuration, par exemple ici, le flux de travail se déclenche ensuite, on récupère les infos clients, et pour ça, on a un filtre ici sur la couleur du domaine. Et si je l'exécute, on voit que j'obtiens des informations comme les vues de domaine utilisées dans le rapport, par exemple prénom, nom, mais aussi les tables BigQuery, qui sont vraiment importantes.
car les données en proviennent. Donc ici, nous avons le table d'impression URL des données de recherche, mais aussi table d'impression site des données de recherche car. Nous avons besoin des deux tables pour générer les indicateurs clés que nous avons ici, en exemple avec les données de recherche. La table BigQuery du site sert à générer les KPI globaux, car nous savons exactement combien de clics et d'impressions nous avons reçus pour notre site. Mais par exemple, pour le suivi du classement des mots-clés, nous utilisons les données d'impression URL de recherche, car nous savons exactement pour quelle requête le site apparaît sur Google et quels sont aussi les indicateurs clés comme clic, impression, taux de clic, et bien sûr aussi la position quotidienne pour cette requête après. Après avoir récupéré toutes les informations clients, on passe au nœud suivant, où l'on obtient d'abord toutes les métadonnées comme la dernière fois, mais surtout on récupère aussi le mot-clé et pays. Et comme je l'ai dit, ce rapport inclut aussi le suivi de positionnement et au cas où je voudrais ajouter plus de mots-clés au suivi de position, je peux simplement le faire ici. Donc, voici la feuille de configuration avec les noms de domaine issus des grosses tables. Table, au cas où vous voudriez aussi envoyer ce rapport par mail, voici le destinataire. Et pour rendre ce flux de travail utilisable aussi bien pour les sites à fort trafic que pour les sites à faible trafic, vous pouvez ici définir des seuils pour les impressions et les clics, pour le taux afin d'éliminer les données parasites. Puis nous avons aussi un second tableau qui est le tableau de rapport de configuration. Et comme vous pouvez le voir, nous avons ici le nom de l'entreprise, adresse, site web, email, etc. Et ces valeurs servent à personnaliser le rapport lui-même. Donc si tu veux changer ça, tu peux simplement remplacer les valeurs ici. Et par exemple, le nom de l'entreprise, l'adresse email ou le site web seront mis à jour directement dans le rapport. Et dans le pied de page, on a les informations récupérées automatiquement. Depuis cette feuille ici, on peut aussi changer ça juste pour la démo. Et maintenant, ajouter un autre mot-clé, disons NU10 Google Search Console pour l'Allemagne, puis je peux simplement ajouter une ligne ici. Et bien sûr, si tu utilises ce workflow pour plusieurs sites web, tu peux ajouter pour chaque site une feuille spécifique afin que les mots-clés suivis sont aussi séparés et le flux de travail s'assure toujours d'utiliser la bonne feuille pour le client approprié. Revenons en arrière dans le workflow et comme je l'ai dit, il suffit d'ouvrir la page puis la rafraîchir. Et comme tu peux le voir, d'abord le pied a changé parce qu'on a modifié de Marvelmatic à deux mots. Et si on cherche maintenant aussi le mot-clé c'est NU10 Google Search Console. Si je suis bien référencé, on verra les données. Alors, ouvrons NU10 Google. On voit qu'on a aussi des données pour un autre mot-clé. Nous voulons surveiller. Voilà pour la configuration et le suivi du classement des mots-clés. Et maintenant, continuons avec les autres notes utilisées pour extraire les données de l'AppGrow. Table BigQuery. Nous avons des requêtes SQL spécifiques qui sont dynamiques et qui utilisent aussi des variables pour extraire les données de la bonne table au bon moment et aussi pour les bons mots-clés. Voici un exemple, c'est une requête utilisée pour obtenir les clés, les indicateurs clés en haut à droite ici. Puis nous avons aussi d'autres requêtes qui récupèrent le forward, données sur la performance par appareil et pays. Puis il y a aussi la requête complexe pour analyser quelles pages ont perdu du trafic en visibilité générale par rapport à la période précédente. Donc ici, nous avons la note performance par page et enfin les deux notes qui sont responsables d'obtenir les insights sur les mots-clés. Donc pour ce graphique précis ici. Et l'autre s'occupe de l'évolution du classement des mots-clés. Et le mieux, c'est que l'avantage de ces workflows, c'est que tu n'es pas limité. Donc si tu veux suivre 10 mots-clés, alors tu peux le faire. Si tu veux suivre 100 mots-clés, tu peux aussi. Et si tu veux utiliser ce workflow pour 100 sites web, fonctionne aussi. Alors, continuons avec l'autre. En résumé, je dois d'abord déplacer ça correctement ici, puis extraire tout. Ici, nous récupérons les données des tables de la boulangerie, nous fusionnons tout, et puis nous utilisons des notes de code spécifiques pour générer la chaîne HTML. Donc, le rapport complet ici est généré par toutes les notes de code présentes ici. Pour la section KPI, les graphiques, les tableaux, etc., pour vous donner un exemple, ici, nous avons généré le KPI global du trafic. Nous avons le code,
nous recevons les données de la note merge qui est ici, et pour générer cette section, nous utilisons les données extraites par cette note. Toutes les autres notes suivent la même méthode. Par exemple, les données de performance par appareil sont ensuite utilisées par la note de code qui génère le HTML. Ici, un tableau. Ce processus est répété pour toutes les données extraites des grandes tables Krabby, puis tout est fusionné dans un modèle HTML. Cela permet aussi de configurer le style. Si vous voulez changer la couleur d'accent, la couleur principale ou secondaire, vous pouvez simplement la modifier ici. Et dans la suite du workflow, vos propres couleurs seront utilisées. Utilisera vos propres couleurs. Passons rapidement à une autre partie importante. Comment rendre ce tableau de bord accessible pour vous et vos clients? Pour cela, j'utilise Cloudflare, ce qui signifie que si quelqu'un veut visiter ce tableau de bord spécifique, il doit d'abord obtenir un code ou bien se connecter avec Google. Avant d'accéder au tableau de bord, il doit donc passer par un processus de connexion. Pour limiter l'accès à certains utilisateurs, j'ai aussi ajouté une politique à mon application. Pour l'instant, elle est vide car je ne veux pas révéler d'informations sensibles, mais j'ai créé une nouvelle politique que vous pouvez appeler « Autorisez-moi » ou un autre nom descriptif. L'essentiel est ici, je peux ajouter une règle pour inclure uniquement les utilisateurs avec une certaine adresse email, par exemple une adresse Gmail, qui pourront alors accéder au tableau de bord en ajoutant simplement leur adresse email ici. Et si cette personne essaie d'accéder à ce tableau de bord en utilisant cette adresse email, elle pourra continuer, sinon l'accès sera bloqué. En résumé, l'authentification fonctionne ainsi. À gauche, sans Cloudflare, n'importe qui pourrait déclencher ce webhook et consommer les données, ce qui ici n'est pas forcément un problème. Mais si vous utilisez un grand modèle de langage pour analyser des données, n'importe qui pourrait lancer le processus, ce qui consommerait des jetons et vous coûterait de l'argent. C'est pareil pour Bakery Note. Quand vous utilisez une API externe, c'est souvent un service payant. Au final, quelqu'un pourrait trouver votre webhook et lancer une attaque, ce qui, sans limite, peut devenir très coûteux. La configuration avec Cloudflare et l'authentification Google fonctionnent ainsi. L'utilisateur essaie d'accéder au tableau de bord et au lieu d'avoir un accès direct, il passe d'abord par Cloudflare, puis par l'authentification Google. Si la personne utilise la bonne adresse email, elle est redirigée vers le tableau de bord, sinon l'accès est bloqué. Il est aussi possible de renforcer la sécurité en configurant le webhook avec une couche supplémentaire. Par exemple, en activant l'authentification GWT ou en utilisant un en-tête pour une clé API ou un identifiant unique pour vos clients. En résumé, il existe de nombreuses façons de sécuriser vos webhooks pour que vos clients accèdent à leur tableau de bord sans souci. Et si vous voulez découvrir d'autres workflows comme celui-ci, n'hésitez pas à visiter ma communauté où je partage tous mes workflows, y compris celui-ci. À côté d'autres workflows principalement dédiés au référencement, comme l'optimisation de contenu, la création de contenu, l'analyse des lacunes, mais aussi des tâches basiques souvent très chronophages, comme l'indexation Google, etc. Si tu as des questions sur ce workflow ou si tu souhaites un approfondissement sur la sécurisation de tes webhooks, n'hésite pas à laisser un commentaire. On se retrouve dans la prochaine vidéo.